Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global. L'actualité télévisée du Courrier des Stratèges, on vous parle de l'important et nous allons avec Édouard Husson discuter pendant une heure. Alors aujourd'hui, on va essayer de donner un peu de sens à une actualité très importante qui est celle des réseaux sociaux, mais on va voir comment aujourd'hui elle irrigue la totalité de l'actualité mondiale et notamment on va voir comment elle est devenue un enjeu géopolitique majeur. Donc on va vous en parler. Comme d'habitude, je vous fais quelques petites informations d'intérêt général. Pour commencer, je vous rappelle notamment que nous avons lancé un service après-vente, une relation client comme on dit, avec Alicia Fay, qui sera bientôt d'ailleurs doté d'un téléphone auquel vous pourrez l'appeler. Puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au Courrier des Stratèges, 9,90 € par mois. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Patrimoine sur YouTube, 4,99 € par mois. Ça vous permet de gagner plein d'argent. J'en dirai 3 mots, mais je vais refaire un article ce soir. Ça fait 1 an et demi qu'on vous dit acheter de l'or. Et là, l'or ne cesse de monter. Donc, si vous avez suivi nos conseils, eh bien, vous allez gagner de l'argent. Mais on ne vous dit pas que acheter de l'or, on vous dit bien d'autres choses. Et vous savez, on suit un portefeuille mensuel pour vous dire, pour vous montrer à peu près où nous allons. Et donc, abonnez-vous à la chaîne Patrimoine, abonnez-vous au Courrier des Stratèges pour suivre tout ça. Puis, abonnez-vous au fil Telegram qui est ici. C'est gratuit, c'est 24/24, 7 sur 7. Telegram, c'est 15 secondes de téléchargement. On va en reparler de Telegram aujourd'hui abondamment. Puis ça vous permet de suivre facilement l'actualité du courrier. J'en profite pour dire qu'on a par ailleurs relancé la page Facebook, le Courrier des Stratèges. On n'est pas des grands amis de Facebook, on en dira aussi quelques mots aujourd'hui. Mais donc ne manquez pas nos actualités, nos canaux de distribution. Alors, on va parler de la géopolitique des réseaux sociaux, de Pavel Durov, on va parler de Elon Musk, de ses malheurs au Brésil. On va remettre une couche sur le Digital Services Act de la Commission européenne. On va parler de ces sujets aujourd'hui. On va faire allusion à Mark Zuckerberg, à son mea culpa sur la censure qu'il a pratiquée durant le Covid. On va vous dire ce dont on ne va pas vous parler aujourd'hui, mais vous retrouverez dans nos colonnes du courrier tout au long de la semaine des articles toujours rigoureux et approfondis sur le sujet. Sur la question en Palestine, on redit donc qu'il y a des rebondissements et notamment une forte contestation de Netanyahou, mais on ne va pas avoir le temps d'approfondir cette question cette semaine. Mais 300 000 personnes à Tel Aviv hier soir. Avec des violences dans les rues. Mais ne manquez pas l'interview de la semaine dernière de Thierry Messant qui a aussi un peu permis de faire le point. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube du Courrier, chaîne gratuite celle-là. Ne manquez pas de vous abonner. Et puis, on ne va pas parler du Premier ministre en France, on en a marre. C'est une commedia dell'arte. Oui, surtout quand c'est des vieux schnocks qui reviennent. Voilà, et donc on nous avait promis un monde nouveau et on revient au monde ancien. On va pas parler d'Allemagne non plus dans le détail. On va parler d'Allemagne dans le détail parce que je pense que c'est l'ouverture nécessaire pour montrer l'importance de ce qu'on va se dire sur les réseaux sociaux. La caste dans le monde est effrayée, c'est notre position depuis 3 ans, 3 ou 4 ans, nous disons, notamment depuis le Covid, qu'une des grandes explications de ce qu'on a appelé le Great Reset, qui est en fait une stratégie de domination de la caste mondialiste sur le reste de la société, surtout sur l'Occident, tout ça s'explique, cette stratégie de Great Reset s'explique par la peur de voir des populistes contester la mondialisation, ce qu'on appelle parfois le nouvel ordre mondial, qui est théorisé, rappelons-le, ce ne sont pas des théories complotistes, tout ça est sourcé, public et bien connu, même si la presse subventionnée en France s'attache à cacher toutes ces notions ou à les diaboliser. Ce sont des notions totalement ouvertes et discutables, enfin discutables, opposables, si j'ose dire, au tiers commandant du droit administratif. Notre position au courrier depuis 4 ans consiste à dire qu'une grande partie de la stratégie occidentale, la stratégie du G7, est d'abord une stratégie de domination culturelle, intellectuelle, psychique des peuples pour éviter la montée des populistes qui contestent l'ordre mondial, selon des théories qu'on a évoquées plusieurs fois dans le courrier et qu'on effleurera tout au long de cette interview. Et malgré cela, on voit que le populisme monte sans cesse. Je ferai quand même une vidéo sur
Trump et Facebook pour montrer quelle technique il a utilisée, on va les effleurer, mais on voit bien que depuis 2015, l'arrivée de Trump au pouvoir, le Brexit, la montée en France par exemple du Rassemblement national, la contestation des fondements européens, et puis en Allemagne, donc coup de théâtre, enfin prévisible. C'est prévisible. Mais on va dire nouveau cap dans la montée de l'AfD dans des élections régionales. Alors, effectivement, il y avait hier 2 élections régionales dans l'ancienne Allemagne de l'Est, ce qu'on appelait les nouveaux Länder après la réunification, en Thuringe et en Saxe. 2 régions magnifiques d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas l'Allemagne orientale, il faut y aller parce qu'en plus ça a été abondamment équipé après la réunification. C'est magnifique, les autoroutes sont bien meilleures qu'à l'ouest et on a un patrimoine allemand aussi. Pensons à Weimar, pensons à Dresde. Bon, et en même temps, c'est cette région-là qui exprime fortement le malaise de la population allemande par rapport au gouvernement. Donc on rappelle que le gouvernement est un gouvernement conduit par un chancelier social-démocrate avec un vice-chancelier écologiste et un ministre des Finances libéral. Et ces 3 partis ensemble, hier, ont eu un résultat absolument désastreux puisqu'ils sont tous ensemble de 10-11%. Dans les deux Länder et il y a, on s'y attendait, mais les chiffres ont été confirmés, la percée de 2 partis, un parti de droite, l'Alternative pour l'Allemagne, qui a fait 30% ou un peu plus, et un parti de gauche qui est déjà qualifié de populiste de gauche, le parti de Sarah Wagenknecht, qui est une Allemande de l'Est de naissance, qui a été pendant longtemps au SPD, qui est dans sa vie privée l'épouse d'Oskar Lafontaine, une ancienne grande figure du Parti social-démocrate allemand, et son parti qu'elle a lancé il y a quelques mois a fait plus de 15%. Donc on est dans une configuration où le dernier parti établi qui tient sont les chrétiens démocrates, qui sont aux alentours de 20-25% à l'est de l'Allemagne, qui sont aux alentours de 33-35% à l'ouest de l'Allemagne. Donc on s'attend à ce qu'ils gagnent les prochaines élections législatives, sauf qu'on ne sait pas avec qui ils gouverneront, puisque le parti au pouvoir est capable de passer en dessous de 10%. Et puisqu'il y a ce gros parti que tout le monde appelle d'extrême droite, là encore, populiste, d'extrême droite, complotiste, tout ça, néo-nazi, c'est utilisé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de critique à faire à l'AfD, hein, moi j'en ai, mais simplement c'est un parti qui joue le jeu démocratique, qui est contre la guerre en Ukraine, qui voudrait une négociation et une fin de la guerre, qui veut limiter l'immigration, c'est le droit d'un parti de défendre ce point de vue, et ce parti-là fait très peur à l'establishment allemand et ancré dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest, à tel point que le service de renseignement intérieur traque, observe et met sous pression l'AfD d'une manière qui n'est pas digne d'un État démocratique. Mais donc ça signifie quand même que si on se place du point de vue des mondialistes, de la caste mondialiste qui orchestre la géopolitique occidentale aujourd'hui, on a vu notamment qu'en Pologne, il y avait chez les libéraux, entre guillemets, des appels à une défense européenne plus ou moins dirigée par l'Allemagne. On sait que, au fond, il y a une partie de l'Europe orientale est plutôt germano-centrée. Ces gens-là ont très peur d'une invasion russe, fondée ou non ou infondée, et que donc ces gens-là ont plutôt tendance à parier sur un ancrage de l'Allemagne dans l'ordre mondialiste. Et puis on s'aperçoit que ces dernières semaines ou ces derniers mois, l'Allemagne ne cesse d'envoyer des signaux négatifs. Le gel de l'aide allemande à l'Ukraine à partir de 2025 pour des problèmes budgétaires, la montée qui paraît désormais inexorable de l'AfD, comme il y a eu une montée de UKIP en Grande-Bretagne, comme il y a une montée du Rassemblement national, comme il y a eu une montée
des forces nationalistes, on va dire ça, populistes ou souverainistes en Italie. Donc tout le monde s'attend à ce qu'au fond, la caste s'attend à ce que l'Allemagne vive une bascule du même ordre que la France, c'est-à-dire dans une forme d'instabilité politique. Est-ce que ça, c'est une crainte qui existe aujourd'hui, Édouard, dans l'esprit de la caste? C'est une crainte qui est très forte, pour une raison simple, c'est que l'Allemagne était vue comme le pôle de stabilité. Première puissance économique du continent, elle le reste, même si elle a beaucoup de difficultés. Donc si l'Allemagne chavire, que va-t-il se passer? Là, ce qu'on vient de voir en Allemagne orientale, dans l'ancienne RDA, c'est qu'il y a à peu près 50% des gens qui votent pour des partis qui disent on ne veut plus de livraison d'armes allemandes à l'Ukraine et on voudrait une négociation et limiter l'influence de l'OTAN sur la société. Alors, je vais aller encore plus dans ton sens. On a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que l'Allemagne est le pays du monde où il y a le plus de bases américaines, de bases militaires américaines. Il y en a plus de 25. Et je ne parle pas même pas des ambassades et tout ce qui peut être lié à ça, mais 25 bases militaires, 26 même, en Allemagne. Donc c'est le pays où la présence militaire américaine est la plus forte. Or, c'est le pays aujourd'hui qui semble, en Europe, contester le plus ouvertement le soutien à la guerre d'Ukraine. Ça pose un vrai problème à la caste. Alors, je réassume ici, devant vous, mes positions complotistes, puisque j'avais dit qu'un obstacle à l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir en France, c'était les positions de Marine Le Pen ambiguës sur le maintien de la France dans l'OTAN. Et je pense que les services occidentaux ont fait ce qu'il fallait pour que le Rassemblement national ne soit pas en position de prétendre à Matignon notamment. Et là, ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, les mêmes craintes vont de la part du deep state américain, pour aller vite. Mais on sait que c'est un peu lui qui domine le débat public. Le deep state américain se dit qu'il y a une menace populiste qui s'étend un peu partout, y compris en Allemagne désormais. Faisons un peu d'anticipation. S'il n'y a pas d'élection anticipée, parce que là, la coalition au pouvoir est très fragilisée, mais si les élections ont lieu à l'échéance normale en septembre 2025, c'est-à-dire dans un an, très exactement, le parti qui va arriver en tête, sont les chrétiens démocrates, la CDU, qui vont faire au niveau national, on va dire 27, 28, peut-être 30%. Ce parti sera le premier parti, mais avec qui gouvernera-t-il? Il ne veut pas gouverner avec les populistes de l'AfD, qui pourtant vont faire un score de 20%. Donc ensemble, ils auraient la majorité. Une majorité de droite pourrait être constituée, pourquoi pas, mais ils n'en veulent pas. Donc avec qui vont-ils gouverner? Alors ils disent, pour montrer comme ils sont désespérés, ils disent on est même prêt à gouverner avec Madame Wagenknecht. Qui vraisemblablement fera entre 15 et 20%. Très bien, mais... Ça rappelle le Front républicain en France. C'est exactement le Front républicain en France. D'abord, il n'est pas sûr qu'elle ait les intérêts à rentrer dans cette combine, et puis elle est sans doute moins tordue que nos amis de la France insoumise. Donc, le SPD sera démonétisé, les Verts vont être complètement laminés parce qu'ils ont été les plus offensifs dans le soutien à la guerre d'Ukraine. Et on a en plus une économie allemande qui est en récession de fait, même si les statistiques permettent de la maintenir à 0, quelque chose de croissance. Et donc, comme la CDU ne pourra pas changer de politique économique en admettant qu'elle ait fait une coalition, la chute libre des partis établis va continuer. Donc, à l'échéance de 18 mois, il y a une grave crise en Allemagne et une grave crise pour l'establishment occidental. Alors, est-ce qu'on est d'accord, Édouard, pour dire que l'émission qu'on fait aujourd'hui va essayer de soutenir une thèse? Je voudrais que tu me dises si tu la partages. Et cette thèse, c'est que du point de vue de la caste mondialiste, la vague populiste, elle est indissociable de la progression des réseaux sociaux. C'est-à-dire autant la caste est parvenue à circonvenir la presse officielle, la presse d'Ancien Régime, si j'ose dire, les chauffeurs de taxi,
autant la caste n'est pas parvenue à circonvenir les réseaux sociaux, les Uber, et que la caste considère que s'il y a une vague populiste, c'est en partie parce que les réseaux sociaux, les grands réseaux sociaux mondiaux, ceux qui font plus de 45 millions d'utilisateurs en Europe pour reprendre le plafond fixé par la Digital Services Act, la caste considère que ces grands réseaux sociaux sont un vivier de populistes qui nourrit une opposition interne. Est-ce que tu es d'accord avec cette thèse que nous allons essayer d'illustrer à travers l'actualité ? Les réseaux sociaux sont le bouc émissaire, effectivement, du discours officiel de la caste. Et je pense que ça vaut la peine d'explorer, puisqu'à la fois on va découvrir que la réalité est très complexe, et en même temps on va voir l'acharnement croissant du système occidental contre ces moyens d'expression libre, en tout cas en grande partie. Alors, un sujet qui a défrayé la chronique, qui moi me paraît directement l'illustration de ce qu'on dit, c'est l'interdiction de X, donc du réseau anciennement Twitter, au Brésil par un juge, mais juge de la Cour suprême. De la Cour suprême, qui est bien connu pour ses attaches ou sa fidélité au président Lula. Et le Brésil me paraît un point intéressant, puisque le juge brésilien qui interdit X fait à peu près clairement allusion dans ses décisions au fait que X est un réservoir de voix pour Bolsonaro, pour aller vite, et pour la contestation populiste au Brésil, le Brésil ayant été l'un des grands pays du monde qui a illustré la bascule qui était possible d'un système mondialisé à une domination souverainiste, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut dire de est-ce qu'on peut déjà faire le point sur comment ça s'est passé au Brésil, cette interdiction de X qui a commencé hier soir, je crois? Alors, en fait, ça fait plusieurs mois que le juge Alexandre Moraes, si je ne me trompe pas sur son nom, en a après X, et il a fait fermer le compte de la représentante légale de X, ex-Twitter, au Brésil. Il a lancé des ultimatums, il a considéré qu'il fallait fermer le compte d'un certain nombre d'opposants politiques à Lula. Et comme Elon Musk, en américain, qui défend la liberté d'expression, ne s'est pas laissé faire et a invoqué la législation du Brésil en disant là vous-même vous outrepassez ce que vous permet la législation de votre pays, effectivement depuis samedi, en fait c'est vendredi soir, il y a eu une instruction de ce juge de la Cour suprême pour fermer le réseau X, l'accès au réseau X au Brésil. Et depuis, il y a une escalade parce qu'il y a une partie de la population brésilienne qui rechigne, parce qu'il y a une autre partie qui a utilisé des VPN ou qui se promet de les utiliser pour contourner la censure. Et puis parce que par ailleurs, il y a un certain nombre de militants, d'activistes, défenseurs de la liberté d'expression à travers le monde qui sont allés se brancher par leur VPN sur des adresses brésiliennes pour surcharger les capacités des télécoms là-bas et essayer de bloquer le processus. Donc on voit qu'on a quelque chose d'assez complexe. En fait, il y a une guerre de l'information, une guerre des tuyaux, si j'ose dire. Plus des manifestations dans certaines villes du Brésil et beaucoup d'agitation parce qu'effectivement le paysage est en fait beaucoup plus complexe que ce que veut bien dire le gouvernement brésilien. Oui, d'un côté c'est vrai que Bolsonaro et ses partisans ont beaucoup utilisé X, mais par ailleurs, comme le disait une jeune brésilienne dont j'ai regardé l'interview sur YouTube, les grands médias sont discrédités et X est devenu une source d'information pour beaucoup de Brésiliens, quel que soit leur bord politique. Et donc, ça pose un vrai problème. Ça pourrait être la première grosse bévue du gouvernement Lula, mais le juge Moraes semble avoir pour lui toute la force de l'appareil d'État. Alors, on rappelle, on souligne quand même que le juge Moraes a pris un certain nombre de décisions qui sont inimaginables en France de la part d'un juge, pas d'un gouvernement. En France, le gouvernement pourrait décider ça, mais il a pris un certain nombre de décisions qui rappellent une petite musique qu'on a déjà entendue avec la majorité macroniste avant la dissolution, notamment l'interdiction des VPN,
et une amende record, je crois, de 8 000 $ ou quelque chose comme ça, décidée par le juge pour tous ceux qui utilisaient un VPN illégalement, sans même savoir à quoi servait leur VPN. On se rappelle que Sacha Houlié, qui est, paraît-il, un macroniste de gauche, avait, lorsqu'il était député, poussé en avant avec un autre député dont j'ai oublié le nom, ça me reviendra, mais député macroniste ancien de McKinsey, et ils avaient poussé l'idée d'interdire les VPN pour empêcher en France une utilisation libre d'Internet. Ça signifie bien qu'au Brésil, comme en France, il y a ces idées, cette panoplie McKinsey qui avance, et il y a bien un projet mondialiste avec une même panoplie, une même boîte à outils pour, d'une façon ou d'une autre, enrégimenter Internet. Et puis, au Brésil comme en France, il y a des élections, et le gouvernement en place se demande comment limiter l'éventuelle percée de partis d'opposition, ou bien tout simplement au Brésil, c'est un retour de Bolsonaro et de ses partisans. On sait que le résultat de l'élection a été très juste. Je ne crois pas qu'il y ait eu de fraude, à la différence de ce qui s'était passé aux États-Unis en 2020, mais le rôle des réseaux sociaux a été important, et en particulier la régulation des réseaux sociaux. Donc il faudrait faire une enquête approfondie. Et puis il y a des élections municipales bientôt au Brésil, et c'est dans ce cadre-là, Lula n'est pas sûr d'avoir le même succès qu'aux élections présidentielles, et donc c'est dans ce cadre-là qu'a lieu l'interdiction de X. Bon, je ne voudrais pas m'interdire de me livrer une petite provocation et à urtiquer, si je peux me permettre ce néologisme, un certain nombre de nos lecteurs ou spectateurs qui vont encore t'adorer en disant que je suis un affreux Jojo, mais je lis souvent des commentaires de gens qui disent « les BRICS vont nous libérer des États-Unis, il y a le combat du mal, c'est les États-Unis, blablabla, contre le bien, ce sont les BRICS vont nous sauver ». C'est l'apocalypse grâce aux BRICS, l'archange Michel qui va arriver. Je ne suis pas spécialiste d'archange, tu m'en voudras pas. Je vais encore avoir des commentaires. Ah, c'est pas Michel, c'est Arthur ou Georges ou je sais pas qui. Bon, beaucoup de gens, au-delà de l'anecdote, considèrent que les BRICS sont le paradis de la démocratie de demain face à la méchanceté des Occidentaux. Nous passons, enfin en tout cas moi je passe beaucoup de temps à dire, attendez, la politique n'est pas une affaire de morale, et nous sommes au moins aussi crapuleux que les BRICS, peut-être plus, mais au moins aussi crapuleux qu'eux, et ils sont au moins aussi crapuleux que nous. Et BRICS, ça commence quand même, le B de BRICS, c'est Brésil, et là on découvre, pour tous ceux, je suis désolé de le dire, mais tous ceux qui idéalisaient les BRICS comme notre avenir paradisiaque, en fait, les BRICS et mondialistes occidentaux, vis-à-vis de la liberté d'expression, c'est quand même un peu le même combat. Ils n'aiment pas trop. De toute façon, on va pas raconter des histoires. Je veux dire, la Chine, à ma connaissance, n'est pas une démocratie modèle. Ah bon? Donc, de toute façon, alors, c'est l'occasion, moi, de préciser ma position, qui est celle, en l'occurrence, d'un libéral classique. Ce qui manque souvent dans la réflexion de ceux qui défendent la liberté économique dans le monde, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est l'intérêt de l'équilibre des puissances. C'est-à-dire que pour que les entreprises ne risquent pas d'être broyées par un État ou deux États qui se sont ligués, il vaut mieux qu'il y ait une diversité des puissances et qu'il y ait un équilibre international. Donc moi, les concurrence. Oui, mais moi les BRICS m'intéressent dans la mesure où ils empêchent le monopole américain sur le monde. C'est ça qui fait. Ensuite, chacun peut choisir selon ses affinités, mais personne ne va faire l'apologie du régime chinois ou du régime brésilien, des dérives de la démocratie brésilienne actuelle, au nom du bien contre le mal. Ce serait totalement absurde. C'est bien de le redire régulièrement. Je vois qu'il y a plein de gens qui ont besoin de dire il y a le bien qui va gagner contre le mal. L'histoire n'est pas un rapport entre le bien et le mal, ni un combat entre le bien et le mal. L'histoire, c'est un rapport de force. Et c'est toujours les rapports de force qui ont fait évoluer les sociétés humaines. C'est l'occasion, justement, de parler de cette étrange histoire Pavel Durov. On en a déjà parlé la semaine dernière, vous l'avez vu. Vous savez tous, vous n'avez pas pu y échapper, que Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a été mis en garde à vue en France, et au terme de sa garde à vue, il fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire avec une caution de 5 millions d'euros,
une confiscation de ses passeports, donc il n'est pas emprisonné, mais il est emprisonné en France, si j'ose dire. Sa prison, c'est toute la France, et il ne peut pas sortir du territoire, et du territoire métropolitain, précisons-le. Et donc, est-ce qu'on peut faire le point, puisque nous, on a pas mal parlé de Pavel Durov dans les colonnes du Courrier des Stratèges. Je profite pour le redire, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parce que, en fait, nous sortons un certain nombre d'informations que les autres ne sortent pas. Tu as notamment évoqué un certain nombre de pistes pour expliquer l'arrestation de Pavel Durov, en tout cas le choix du moment où Pavel Durov a été arrêté, puisque rappelons-le, Pavel Durov a obtenu la nationalité française par décision pratiquement impériale, j'allais dire, d'Emmanuel Macron en 2017, je crois. Il a obtenu cette nationalité au titre de la procédure dite du citoyen émérite, c'est-à-dire c'est vraiment une procédure pour la personne en considération de ce que la personne apporte. On aurait pu faire la même chose pour Assange, on ne l'a pas fait. On l'a fait pour Pavel Durov, qui était à l'époque plus ou moins menacé par Poutine et par la Russie. Et la question, c'est pourquoi on l'a arrêté maintenant et pas plus tôt, puisque les problèmes qu'on lui reproche sont des problèmes qui existent depuis, qui sont notés au moins depuis plusieurs mois, mais on va reparler de cette affaire. Et on dit qu'il est venu, il devait rencontrer Poutine en Azerbaïdjan, et avec son jet, il a fait Azerbaïdjan-Paris, parce que, dit-on, mais Emmanuel Macron a démenti, Emmanuel Macron l'avait invité à dîner, et selon des bonnes techniques que moi j'ai connues en préfecture, à l'époque, on invite les étrangers en disant « on va vous régulariser, rendez-vous à la préfecture ». Ils arrivent et on leur dit « ah, revenez plutôt la semaine prochaine ». Et à la sortie, il y a 3 flics qui se jettent sur le mec en disant d'expulser. C'est un peu ce qui est arrivé à Durov. Alors d'abord, il y a quand même un point sur lequel Emmanuel Macron est un champion. Il a rendu le canard enchaîné mondialement célèbre. Parce que sur les réseaux sociaux du monde entier, on cite la brève du canard racontant qu'en débarquant de son avion, Durov a dit « je comprends pas, j'ai rendez-vous à dîner avec le président ». Je dois revoir quelqu'un de très important. Voilà, donc d'abord, il faut, pour une fois, dans le Courrier des Stratèges, on peut féliciter Macron de quelque chose. Ouais. Ensuite, moi, on va parler d'abord de l'aspect géopolitique dur. Je crois volontiers, ce qui a été dit par plusieurs médias en croisant, c'est que la décision d'arrêter Durov a été prise dans la précipitation. C'est-à-dire qu'au moment où son avion démarre d'Azerbaïdjan, il semble que la décision n'ait pas encore été prise et qu'elle est prise pendant qu'il vole. Est-ce qu'on sait qui l'a prise ? Alors, non, on ne sait pas qui l'a prise, mais ça, tu connais mieux les rouages de l'administration. Pour qu'il y ait un mandat d'arrêt, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais ensuite, une décision comme ça ne peut pas se prendre sans que le président de la République soit au courant. C'est un mélange. Alors, on en a parlé la semaine dernière, je pense, mais c'est un mélange en réalité de ministère de l'Intérieur et de ministère de la Justice, puisqu'en fait il y a une enquête préliminaire, donc il y a bien un procureur qui à un moment donné dit je explique, on va interroger ce gars. Dans l'affaire, donc on rappelle officiellement, en tout cas c'est ce qui a été mis en avant, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, c'est l'OFMIN, l'Office des mineurs, qui a émis, en tout cas qui est chargé de coordonner l'enquête de plusieurs services. L'Office des mineurs a été créé en novembre 2023 sous l'égide d'une jeune commissaire qui s'appelle Gabrielle Hazan. On en a parlé dans le courrier, je crois qu'on en a parlé dans cette même émission la semaine dernière. Gabrielle Hazan, c'est ces jeunes commissaires. Moi, un truc qui m'agace dans la police française, dans la police nationale, c'est que quand tu es commissaire, si tu veux faire carrière, tu ne cherches absolument pas à protéger les citoyens. Tu cires juste les pompes du ministre et des puissants et tu fais carrière. Vraiment, pour devenir commissaire... Et puis tu essayes de faire un coup. Voilà, et tu fais parler de toi. Donc, Gabrielle Hazan, elle a été nommée miraculeusement très jeune au poste de fondatrice, en gros directrice générale de cet office des mineurs chargé de lutter contre la pédocriminalité en ligne, notamment, ce qui est en soi une mission noble. Et simplement, on découvre qu'elle a fait partie du cabinet, elle a été conseillère du directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, bien connu depuis des années pour son intervention dans des affaires politiques. Donc là, on est vraiment dans le cœur
du deep state français, de ceux qui tiennent le pays, notamment au sein de la police. Mais elle a été mise en avant parce que ça permet de dire Durov est un complice des pédocriminels, et donc ça, voilà, le gars est diabolisé à vie, et on reviendra tout à l'heure à pourquoi c'était important de le faire. Mais moi, l'information que j'ai eue, ce que tu sais qu'on reçoit, toi aussi tu reçois plein de petits messages, de petites infos comme ci, comme ça, c'est que l'armée française était aussi contente qu'on arrête Durov. Je voulais en venir là. Pourquoi? Alors, l'enquête avait commencé en février-mars, hein, on le sait. Beaucoup de chefs d'accusation, je crois qu'aucun chef mafieux dans le monde n'a eu à la fois autant de chefs d'accusation contre lui. Mais voilà, on reviendra sur cet aspect-là. Mais il est très musclé, il a de quoi se défendre. Ensuite, il semble que le passage à l'acte ait lui été décidé assez rapidement. Mais pourquoi maintenant? Mon soupçon, alors c'est quelque chose sur lequel on va continuer à enquêter, mon soupçon c'est que si j'ai lu et écouté Mike Benz, qui est un ancien du département d'État, qui a travaillé sous Trump et qui connaît bien tous ces rouages-là, mon soupçon c'est qu'il y a une demande américaine. Pourquoi? Il faut se ramener au contexte en Ukraine. Actuellement, l'armée ukrainienne est en grande difficulté, quelles que soient les tartines que l'on fait sur Koursk, où ils sont en train de se faire laminer, mais ils sont surtout en train de reculer partout dans le Donbass. Or, Telegram, c'est le réseau sur lequel il y a une information plurielle, diversifiée sur le conflit en Ukraine. Et c'est particulièrement dangereux pour l'establishment occidental, parce que sur Telegram, vous pouvez lire des canaux ukrainiens, certains très propagandistes, d'autres extrêmement réalistes ces jours-ci, c'est peut-être les plus dangereux, les plus nocifs d'une certaine manière, et vous pouvez lire aussi des canaux russes ou observant la Russie, critiques ou pas d'ailleurs du régime de Poutine. Bon. Et donc c'est une source d'information qui permet de savoir exactement où en sont les Ukrainiens, les Russes et de constater que l'OTAN a des difficultés dans son soutien à la Russie. Et donc je pense qu'il y a un lien, et ça rejoint les préoccupations de l'armée française, il y a un lien entre ce qui se passe en Ukraine et la décision un peu télescopée de procéder maintenant à l'arrestation. Alors, j'en profite pour dire que moi j'ai longtemps été abonné à certains fils ukrainiens qui étaient objectivement tout à fait extraordinaires, parce que on avait l'impression que c'était le parti nazi qui s'exprimait. Sur des fils ukrainiens, il y avait notamment une haine du slave, du juif. C'est vraiment après. Moi, quand je vois un certain nombre de journaux pro-israéliens, aujourd'hui pro-sionistes, farouches, je pense au Point, je pense à certaines publications comme ça qui sont quand même très intolérants vis-à-vis de tout ce qui peut critiquer Israël. Quand je vois qu'ils soutiennent aveuglément l'Ukraine, ou quand même quand on sait que l'essentiel du régime ukrainien est fondé sur la haine du juif, on se marre quand même. Bon, mais c'était anecdotique, mais ça méritait d'être dit. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'au fond, le fait qu'il y ait effectivement une espèce d'information de guerre libre sur Telegram, c'est devenu un problème militaire, c'est devenu un problème géopolitique. Je l'ai toujours dit à nos lecteurs, ce qui m'a permis dans les articles que j'ai écrits de vérifier les informations très souvent, pour ne pas être victime de la propagande russe, mais pas non plus de la propagande ukrainienne, c'est précisément de croiser sur Telegram. C'est pas ma seule source, mais ou mon seul bouquet de sources, mais c'est absolument extraordinaire. De même sur le conflit israélo-palestinien. Effectivement, je conçois que ça ne plaise pas aux États-Unis, mais il y a une information objective, de qualité, sur le conflit israélo-palestinien, et c'est même atroce. Ouverte. Tout le monde peut s'abonner au Tout le monde peut s'abonner, et c'est même atroce. Si vous voulez suivre une violence de masse que la Cour de justice internationale appellera peut-être génocide un jour, à Gaza, vous allez sur Telegram et vous avez des vidéos, des photos, mais de l'information sourcée et vérifiée. Donc je conçois que pour l'establishment occidental, ça soit insupportable. Oui, mais supposons tu deviens patron de la CIA, patron du Pentagone, patron de la NSC, patron de... En quoi ça te fait chier, si je peux être vulgaire, qui est ça?
C'est quoi l'impact sur tes choix? Pendant longtemps, la CIA ou la nébuleuse des services américains a considéré que les réseaux sociaux, en général, étaient un atout parce qu'ils permettaient de déstabiliser un certain nombre de régimes. On sait le rôle joué par les réseaux sociaux alors qu'ils étaient embryonnaires dans les révolutions du printemps arabe. On sait l'espoir qui était placé justement. 2018, brouille entre Dourov et Poutine, et on se dit, on va appuyer Telegram. Macron l'a fait, d'autres l'ont fait. On va appuyer Telegram parce que ça va nous permettre d'ébranler le régime de Poutine de l'intérieur. Il y a un changement, en fait, avec la diffusion de réseaux sociaux, en particulier Telegram, hors du monde occidental. Et en fait, Telegram est qui a 1 milliard d'abonnés, a essentiellement ses abonnés hors de la sphère occidentale. C'est-à-dire que c'est un moyen d'information et de diffusion de l'information. Par exemple, la Russie n'aurait pas eu un tel capital de sympathie malgré la guerre d'Ukraine, ou peut-être du fait de la guerre d'Ukraine, sans Telegram. Parce que dans ce qu'on appelle le Sud global, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que Telegram, les gens qui sont abonnés sont souvent les gens qui sont dans les gouvernements. D'ailleurs, on a dit que les gouvernants français étaient tous abonnés à des chaînes Telegram. Donc, du point de vue du State Department, du point de vue de la nébuleuse des services américains, ça devient contre-productif. C'est-à-dire que le narratif occidental ne peut pas être imposé de la même manière. Alors, moi, je voudrais quand même rappeler qu'en réalité, nous avions parlé de Telegram, des aspects cachés de Telegram, dans le courrier, au mois de mars. Alors, c'était fin mars, début avril, parce qu'en réalité, et je trouve que ce n'est pas assez dit dans l'analyse de la situation de Durov et de son arrestation, en réalité, donc j'ai produit un article ce matin dans le courrier pour remettre ça dans le contexte. Moi, ma position, c'est quand même que aujourd'hui, Durov a un problème d'équilibre économique et que l'Occident est en train de faire pression sur la survie de Telegram, la survie financière en arrêtant Durov. Donc je le redis mais c'est l'occasion de soulever un point que je voulais évoquer, qu'on évoque ensemble. Donc Telegram aujourd'hui, c'est environ 50 salariés, ce qui n'est pas grand-chose. C'est un fonctionnement extrêmement décentralisé, mais qui coûte environ 500 millions de dollars par an. Et la boutique Telegram, en tant que telle, elle rapporte grosso modo 350 millions de dollars. Donc Telegram perd 150 millions de dollars par an. Et donc Telegram a un besoin crucial d'argent, même si Pavel Durov est, d'une façon ou d'une autre, taxé, si j'ose dire, d'avoir une fortune personnelle de plusieurs milliards de dollars, l'entité Telegram est déficitaire. Alors, Durov dit que Telegram vaut 30 milliards de dollars, mais personne ne le sait. Et Telegram, donc, en mars 2024, Pavel Durov a annoncé son intention d'introduire Telegram en bourse. Et cette introduction devait avoir lieu en 2025 pour des raisons structurelles. C'est que Pavel Durov a emprunté beaucoup d'argent, environ 2 milliards et demi de dollars pour faire fonctionner Telegram jusqu'ici. Donc Telegram, c'est un réseau déficitaire, même s'il a 1 milliard d'adeptes, si j'ose dire. Et donc, Pavel Durov est dépendant de sources financières, et notamment des marchés financiers sur lesquels il voulait s'introduire. Et pour s'introduire sur les marchés financiers, Pavel Durov a utilisé, on ne le dit pas assez, la bienveillance des Émirats arabes unis, notamment d'un fonds qui s'appelle Mudabala, qui est le deuxième fonds stratégique, si j'ose dire, souverain des Émirats arabes unis, qui ont prêté 150 millions, qui ont mis 150 millions de dollars en 2021 dans l'escarcelle de Telegram. Mais ce qu'on ne dit pas, et je trouve dommage que la presse n'en parle pas, c'est que le point faible, le talon d'Achille de Pavel Durov, c'est l'argent. C'est que pour l'instant, son affaire est déficitaire. Il a besoin régulièrement d'argent frais. Les Émirats arabes lui en ont apporté. Et qui dit Émirats arabes, puisqu'on le sait maintenant, il y a eu une opération de piratage de son téléphone commune par la France et les Émirats arabes unis en 2017. Donc 4 ans plus tard, un fonds souverain émirati donne 150 millions
à Pavel Durov pour permettre la continuation de l'aventure Telegram. Simplement, les 150 millions des Émiratis ont été donnés en échange d'une promesse d'introduction en bourse. Et dès le mois de mars 2024, le Financial Times explique que la condition pour rentrer en bourse, c'est ce qu'on appelle la modération de Telegram, c'est-à-dire la collaboration avec les services de police, soyons clairs, on va simplifier. Et qu'en fait, Durov a essayé de finasser et de dire je vais mettre en place une modération avec une intelligence artificielle, mais il y a un certain nombre de choses que je ne ferai pas. Donc moi, ma conviction, c'est quand même que si l'affaire est intervenue maintenant, c'est parce qu'il y a eu des discussions depuis le mois de mars sur la survie financière de Telegram, que Durov a probablement voulu jouer au plus fin ou au plus malin, et qu'à un moment donné, l'hyper-capital occidental lui a dit mais voilà, écoute, on va t'expliquer que tu es un pédophile, on va expliquer à tout le monde que tu es un pédophile, comme ça, tu vas voir ton introduction en bourse, c'est fini, et puisque tu n'obéis pas à nos injonctions, eh bien, on va te couler financièrement. Et moi, je pense que la vraie sanction qui pèse sur Durov, c'est pas d'être condamné judiciairement, c'est que financièrement, Telegram soit étouffé, étranglé par ses besoins de trésorerie, et que tôt ou tard, Durov soit obligé de le céder. Simplement, ça nous rappelle là aussi l'importance des moyens financiers dans la presse, qu'il s'agisse de la presse aux ordres de la caste ou qu'il s'agisse de ce qu'on appelle parfois la résistance. Et nous qui avons un journal indépendant financièrement, qui arrivons à vivoter, on fait des efforts, on voit bien que dans ce qu'on appelle la résistance, il y a un certain nombre d'organes, d'organismes. On pense souvent, moi je vois bien dans les commentaires, on me dit non mais vous faites ça pour... C'est un hobby, c'est une passion, c'est un sacerdoce. Non, il faut quand même qu'on croûte et qu'on mange comme tout le monde. Et je vois bien que dans un certain nombre d'organes dits résistants, les sources de financement, elles ne sont pas claires parce que tout le monde court après l'argent. Est-ce que tu penses, Édouard, qu'aujourd'hui, le financement de l'opposition ou le torpillage financier de l'opposition si elle n'obéit pas font partie des techniques de domination de la caste? Alors, une remarque concernant Pavel Durov lui-même, il est très représentatif de cette classe moyenne entrepreneuriale en ascension russe qui s'est sentie à l'étroit dans la Russie de Vladimir Poutine et qui est allée vers l'Occident avec une certaine naïveté, en pensant que parce qu'il avait eu à un moment des démêlés avec le régime russe, il allait être accueilli à bras ouverts. Et on allait tout lui passer. Sauf que là, il est rattrapé par la patrouille. Ça, c'est le contexte spécifique. Effectivement, l'occasion est belle. Donc moi, j'ai parlé de l'aspect géopolitique immédiat, mais on voit bien qu'il y a un contexte plus global et il faut être effectivement sans doute assez naïf pour, d'une part, dire au gouvernement russe « je veux rien entendre concernant une immixtion de votre part dans le contrôle de tel ou tel aspect de Telegram » et penser que ça va se passer, il va pouvoir dire la même chose, mais sans être finalement menacé du tout, à des Américains, à des Français, à des Allemands ou à d'autres. Bon, et je pense qu'on touche là quelque chose, c'est nous parlons souvent au courrier du capitalisme de connivence. Mais il y a aussi une autre notion le capitalisme de connivence est aussi un capitalisme de surveillance. Et je l'ai montré dans le cas de Mike Lynch, le milliardaire britannique de la tech récemment décédé dans un naufrage au large de la Sicile. On découvre à l'occasion du rappel de sa biographie l'interpénétration entre les services de renseignement, la finance, la recherche universitaire et plus globalement le capitalisme de connivence, le système occidental est un système profondément incestueux. Contre toute la théorie du capitalisme d'ailleurs, qui nous explique qu'il y a une séparation des pouvoirs, que l'État ne doit pas se mêler de ce que fait l'entrepreneur, etc. Là, c'est le contraire.
Tout le monde couche avec tout le monde. Et on a je pense effectivement, l'occasion est trop belle pour un certain nombre d'acteurs du système de se dire, puisqu'il est vulnérable et puisqu'il n'est pas protégé jusqu'à nouvel ordre par la Russie, qui est son pays d'origine, profitons-en. Ça nous arrangera bien sur le plan stratégico-militaire, mais en plus, ça va peut-être nous permettre de mettre la main sur une entreprise qui à terme peut devenir juteuse. Alors, moi, le message que je voudrais faire passer à un certain nombre de lecteurs, parce que je vois très souvent qu'ils sont de commentateurs notamment, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'information numérique si on ne se pose pas la question d'où vient l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que Pavel Durov, c'est un gros poisson, c'est pas le petit entrepreneur du coin, il pèse 1 milliard d'utilisateurs. Alors là aussi, on voit le nombre d'utilisateurs est un enjeu extrêmement complexe, puisque 1 milliard d'utilisateurs, ça permet de valoriser l'entreprise et donc de préparer une meilleure introduction en bourse. Mais ça a l'inconvénient d'exposer un certain nombre de risques juridiques, puisque le Digital Service Act, on en disait quelques mots tout à l'heure, a posé le fait qu'au-dessus de 45 millions d'utilisateurs, une plateforme est soumise au Digital Services Act, et Telegram déclarait moins de 45 millions d'utilisateurs dans l'espace de l'Union européenne, ce qui fait que Telegram pouvait échapper au DSA, mais il y a une enquête qui est ouverte aujourd'hui au niveau européen sur ce sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces opérations de liberté d'expression, de résistance, ce n'est pas simplement du romantisme. À un moment donné, il faut des moyens pour monter ces opérations, et d'une façon ou d'une autre, les moyens, c'est quand même les puissants qui les ont. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien, moi je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé lorsque Macron appelle les Émirats Arabes Unis pour dire qu'il faut aider Telegram parce qu'on en a besoin, parce que c'est un contrepoids à Poutine. Mais nous en France, on n'a pas d'argent, on n'a que des idées. Vous avez de l'argent et du pétrole. Mettez de l'argent dans son affaire et on le tiendra. Il faut comprendre qu'on ne résiste pas facilement à l'appel de 150 millions de dollars et que dans l'opération, une fois qu'on met le doigt dans ce genre de négociation ou dans ce genre d'exposition à la bonne volonté de l'autre, on commence à rentrer dans un système où la liberté est menacée. Et ça, c'est quand même la grande force du système, c'est de tenir les oppositions, si j'ose dire, les résistances par l'argent. Alors quand en plus il y a un facteur psychologique particulier qui est celui d'Emmanuel Macron, particulièrement rancunier quand on ne se souvient pas de ce qu'il a fait pour vous, ça complique le jeu. Mais ça aurait pu se passer avec d'autres États, bien sûr. On redit à cette occasion, j'en profite pour faire de la pub pour ce que nous faisons. Nous, notre argent, il vient de vos abonnements. Et nous avons toujours refusé de rentrer dans le système de négociation puisque nous n'avons jamais demandé le label CPPAP au ministère de la Culture qui permet d'avoir des avantages fiscaux, c'est-à-dire de piocher dans votre poche sans vous le dire et sans votre consentement. Et on a refusé de demander le label CPPAP, donc le label Information Politique Générale, IPG, parce qu'on n'a pas envie de subir les pressions du pouvoir. Et j'ai quand même l'impression que ceux qui l'ont demandé subissent un certain nombre de pressions. Et moi, j'ai toujours dit, si on veut être libre, eh bien, il ne faut pas dépendre de l'État. Et puis en plus, du coup, on a moins de 45 millions d'utilisateurs. Et on a, pour quelques mois encore, moins de 45 millions d'utilisateurs. Et donc, c'est important de le dire. Si vous ne savez pas, et on va en dire 3 mots parce qu'on va parler de la militarisation de l'information, si vous ne savez pas d'où vient l'argent d'un média, posez-vous des questions. Moi, j'ai croisé cet été à l'autre bout du monde des gens qui m'ont dit des résistants. Je leur ai dit, mais est-ce que vous savez d'où vient l'argent de ce média? Alors, d'où vient l'argent de Macron? Ça, tout le monde le sait. D'où vient l'argent? Combien coûte une bouteille de vin dans un repas à l'Élysée? Tout le monde le sait. Mais d'où vient l'argent des médias qu'on regarde? Peu de gens se posent la question. Et c'est une erreur, insistons-le, c'est une question de discipline intellectuelle et d'émancipation de l'esprit. Dans la pratique, on voit bien, parce que je voulais insister sur le fait qu'un théoricien du nudge, Kassenstein, a posé la théorie selon laquelle, pour combattre les
complotiste, mais en réalité on a tous compris que ça voulait dire pour combattre le populisme. Il ne faut pas l'affronter directement, il faut l'infiltrer avec des gens qui tirent les ficelles. Tout le monde sait que j'ai toujours dit, et je me suis fait là aussi beaucoup haïr, que le phénomène Zemmour participait de cette opération de pilotage au sol du cerf-volant populiste. Dans la pratique, est-ce qu'on peut imaginer que les services occidentaux, le deep state américain notamment, tu nous dis que l'arrestation de Durov est une demande américaine, est-ce qu'on peut imaginer que les services occidentaux se sont équipés pour, d'une façon ou d'une autre, infiltrer massivement, c'est pas 2-3, infiltrer massivement le populisme? Alors, il y a même une version plus radicale dans une série américaine qui s'appelle Person of Interest, que vous pouvez regarder sur Prime Video. Comment tu fais pour avoir le temps de regarder ça? Mais parce que ça fait partie de la compréhension du monde actuel. Et c'est une série qui a 10 ans. Donc je l'ai regardée avant de travailler pour le courrier. Voilà. Je travaillais pas pour le courrier à l'époque, j'avais le temps. Et donc, il y a le personnage principal qui a inventé une machine qui permet de surveiller tout le monde. Il dit à un moment à son comparse, il prend un petit air modeste, il dit oui, les réseaux sociaux, j'y suis un peu pour quelque chose aussi, parce qu'on n'avait pas assez de données sur les gens et ça nous permet de collecter beaucoup de données pour notre machine de surveillance. Mais ce qui en soit, je referai une vidéo sur Mindfuck, le fameux livre Mindfuck, sur Cambridge Analytica. En soi, c'est vrai. Alors, je pense que si on fait la vraie biographie de tous les génies de la Silicon Valley, de la tech américaine, on va découvrir qu'effectivement, à l'origine, ce sont des petits génies entrepreneurs, mais que très vite, le Pentagone, la CIA, le département d'État sont là et leur proposent, voilà, compris la manne qui s'ouvrait et leur donne plus de moyens. Et d'ailleurs, pour le coup, on est dans une logique de puissance américaine. C'est pour ça que tous les mondialistes non américains font un peu sourire. C'est la puissance américaine qui dope et qui permet à ces machines, que ce soit Google, que ce soit Facebook, de se développer rapidement. Et donc, c'est pour les services de renseignement, NSA et autres, c'est un moyen d'avoir des informations sur tout le monde. C'est un moyen aussi de militariser, de faire de la propagande. On en parlait à propos, je disais, Mike Benz, qui est un ancien du département d'État, qui dit, bah oui, moi, ce à quoi j'ai assisté pendant des années, avec le National Endowment for Democracy, le fonds de dotation national pour la démocratie, qui est un fonds né de la CIA, eh bien, c'est que on a financé les réseaux sociaux, on a financé des community managers dans tous les pays dont on voulait déstabiliser les régimes. C'est ça la militarisation effectivement des réseaux sociaux. Et là, on arrive à un moment où ça devient très compliqué. D'abord parce que Elon Musk aux États-Unis rétablit une forme d'équilibre entre différents points de vue, parce qu'ensuite, effectivement, il y a des réseaux comme Telegram assis entre plusieurs chaises, mais qui pour l'instant ont laissé tout le monde parler librement, et tout d'un coup, ça ne plaît plus à ceux qui militarisaient l'information. On a beaucoup parlé, je le signale, je rappelle quand même que l'an dernier, notamment en septembre, c'était il y a un an je pense, mais on va les republier ces articles. J'avais pris le temps de sortir notamment tous les manuels des services secrets européens, notamment en Grande-Bretagne, en Suède aussi, où ils sont très forts, pour combattre les populistes sur Internet, sans le dire, avec des systèmes d'infiltration, de faux nez, de trolls. Et il y a un certain nombre de décisions du G7, de compte rendu du G7, qui mentionnent l'existence du Rapid Response Mechanism, le mécanisme de réponse rapide, dont la coordination pour l'Occident a été confiée aux services canadiens, qui sont bilingues anglais-français, et qui sont en fait des techniques d'infiltration d'Internet. On a vu Zuckerberg qui, au fond, a fait son mea culpa, puisqu'il a reconnu avoir travaillé pour le gouvernement américain au moment du Covid. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un enjeu politique majeur pour les gouvernements. Quand je dis majeur, c'est massif, c'est ordinaire, c'est quotidien, un enjeu de contrôle des réseaux sociaux, soit par la censure, soit par des manipulations avec, moi je sais quand on sort par exemple cette vidéo,
on va tout de suite avoir, je vous le recommande, tout de suite avoir un commentaire avec une femme nue en photo qui, en gros, se moque de nous. On publie une vidéo d'1 heure, 10 secondes après la publication, on a ce commentaire. Donc ça veut dire que sur Google, il y a des machines, des bots qui sont là qui ont épinglé un certain nombre de comptes et qui sont là pour les discréditer, les couler. On peut imaginer qu'il y a des fermatrolls, enfin moi je le sais, je les vois dans les commentaires, des fermatrolls qui viennent pourrir un certain nombre d'acteurs. Est-ce que, Édouard, ça signifie qu'on a perdu la bataille de la liberté d'expression, notamment sur les réseaux sociaux? Alors, un bon exemple, c'est ce qui se passe au moment du Covid en Grande-Bretagne. Boris Johnson, qui a un certain bon sens, dit mais c'est une épidémie, il vaut mieux laisser faire l'immunité naturelle. On a toujours fait comme ça. Bon. Et il le dit, il l'écrit. Et on sait aujourd'hui que des fermes à trolls chinoises envoient des dizaines, des centaines de milliers de messages pour dénoncer l'attitude de Boris Johnson. Là, c'est intéressant puisque c'est pas... Quel était l'intérêt des Chinois? Eh bien, alors, moi je rappelle ma position sur ce qui s'est passé pour le Covid. Si on admet qu'il y a eu une fuite au laboratoire de Wuhan, un accident, et ensuite que, comme on est dans un régime qui garde quand même les réflexes du communisme, d'abord on ne traite pas le sujet. Il y a une omerta. Et puis, quand ça devient absolument visible, il faut le traiter. Et à ce moment-là, on est obligé de pratiquer le grand enfermement. Mais le problème pour la Chine en 2020, c'est que si elle ferme tout, et si les autres continuent à se comporter normalement... Elle se coule. Elle se coule. Donc elle avait besoin... Elle avait besoin que tout le monde suive un modèle de type chinois. C'est là que les Chinois ont été très forts en 2020, de leur point de vue. Hein. Et donc, Johnson, c'était l'affreux Jojo, l'affreux Bojo, diraient certains, eh bien, il fallait le faire taire. Et donc, il a été intimidé. Et on a mobilisé des tas de gens. Et Johnson se faisait traiter dans des messages de criminel, de meurtrier, etc. Et ben, il a fini par céder. Donc, ce sont des logiques qui sont très très fortes. Et alors, est-ce que pour autant le combat pour la liberté d'expression est perdu? Je rappelle quand même, si on se situe à différentes époques, il fut une époque où on se moquait beaucoup de l'ORTF, on disait il y avait un monopole, et c'est vrai qu'après il y a eu une liberté de l'information en France qui n'existait pas. Et puis cette liberté, elle a été petit à petit régulée par l'État de telle manière que aujourd'hui, elle est devenue dans les médias établis, il n'y a plus vraiment de liberté de pensée, de liberté de l'esprit. Bon, on oublie ce que c'était les sources d'information avant Internet, quand on avait simplement 3, 4, 5 grandes agences dans le monde qui étaient la source de tous les articles de presse. Et aujourd'hui, on voit bien que malgré toutes les censures, si on veut s'informer librement sur le monde actuel, pas forcément seulement avec des VPN, mais simplement en étant curieux, parce que tout ne peut pas être censuré sur Internet, on a une information assez diversifiée. Cela dit, les États sont en train d'utiliser l'affrontement géopolitique mondial pour en profiter chacun, pour reprendre la main sur l'information. Parce qu'ils considèrent que c'est une arme parmi d'autres dans leur combat. C'est une arme, et puis c'est une arme pas seulement extérieure, c'est une arme intérieure aussi. Et je crois qu'il faut insister sur la primauté de l'occasion, de l'opportunisme en fait des États qui se disent profitons-en, c'est ce qui passe au Brésil, profitons-en pour reprendre la main et pour mieux contrôler l'information. C'est pas simplement pour défendre les médias traditionnels établis, mais c'est plus fort que ça, c'est pour museler le débat intérieur. Alors cela dit, moi j'entends pas mal de normisme le dire en France, on en a marre de ce bordel, une bonne dictature, ce serait bien mieux. Donc il y a un terreau favorable. Mais je vais te taquiner. Est-ce que tu es en train... Mais je souhaite que ceux qui sont encore en ligne l'entendent, cette taquinerie. Est-ce que tu es en train de nous dire que tout n'est pas écrit à l'avance dans l'histoire et qu'au fond, l'histoire, il y a du combat, il y a des affrontements, il y a de l'incertitude, il y a du hasard, il y a du conflit des volontés, et que donc cette idée selon laquelle tout est clair par avance et ils ont décidé que, est une idée qui ne tient pas la route?
Oui, d'ailleurs, je suis historien de formation, donc je sais que le complot, c'est toujours l'explication la moins probable. Il y a eu quelques complots dans l'histoire, l'assassinat de Jules César, oui. Alors, je t'arrête. Oui. Ce n'est pas un complot, c'est une conspiration. Alors, le droit européen fait la distinction. Bon. Eh bien, les conspirations, les complots, les conspirations, on fera une émission spécialement là-dessus. Complot et conspiration. C'est toujours l'explication qu'il faut écarter d'abord pour voir s'il n'y en a pas une autre. Et l'histoire, il n'y a pas d'histoire si on n'accepte pas l'idée qu'il y a de l'imprévu. Effectivement, on voit bien qu'il y a un pouvoir occidental extrêmement puissant, très réseauté entre soi et qui a des moyens absolument considérables. Mais le complot, c'est ceux qui disent on va déclencher ou favoriser une guerre entre l'Ukraine et la Russie parce que comme ça, le régime de Poutine va s'effondrer. Sauf que l'imprévu, c'est que le régime de Poutine ne s'effondre pas parce que personne n'avait prévu, parmi ceux qui fomentaient cette conspiration, que l'immense majorité des pays du monde soutiendrait la Russie, au moins par une attitude neutre. Bon. Donc il y a beaucoup d'imprévus. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il ne faut surtout pas baisser les bras dans la lutte pour la liberté d'expression. Bon, moi je vais terminer sur une note optimiste. Je dis la première arme que vous avez tous, parce que je lis plein de gens qui disent on ne peut rien faire, voilà. À part être devant notre écran et de laisser des commentaires pas sympas, on ne peut rien faire d'autre. Moi je vous dis c'est pas vrai. Déjà, pensez par vous-même, apprenez à vous forger votre propre vision du monde. Méfiez-vous de ce qu'on appelle, maintenant c'est l'expression à mode, vos biais de confirmation. Quand j'étais petit, c'était des préjugés, on appelle ça des préjugés. D'ailleurs, méfiez-vous de vos préjugés, de vos vérités acquises, de vos certitudes. Apprenez à douter de tout et à vérifier systématiquement tout ce que vous pensez. Ce sera déjà un énorme coup de poignard que vous mettrez dans le dos du complot, si j'ose dire, dans le dos de la parole officielle. Et puis, ne vous laissez pas manipuler. Informez-vous de façon rigoureuse. C'est déjà énorme d'être conscient de ce qui se passe dans le monde sans fausse naïveté. Je parlais tout à l'heure de la croyance que les BRICS allaient nous sauver. Eh bien, vous voyez, on peut se dire les BRICS c'est bien, mais c'est pas la vérité sur Terre. Restez toujours sceptique. Et en réalité, le progrès de l'histoire se fait d'abord dans le doute. Et ça, je suis sûr que même vous pouvez le faire. Pensez à vous abonner à notre fil Telegram. Rejoignez notre chaîne. Rendez-vous. Ce sera peut-être pas lundi, on en dit 3 mots, on va faire évoluer la formule, on en discute, peut-être, voilà, on a commencé à en parler. Mais rendez-vous la semaine prochaine, on vous tient au courant. À très vite.